Si tu crois encore que les intérêts composés vont faire de toi un millionnaire, désolé de te le dire, mais je pense que tu es un couillon. Un gros couillon. Voilà ce que t'es. Et moi j'ai pas du tout envie que tu te fasses couillonner. Les intérêts composés, c'est le sujet préféré des influenceurs monnaie. Gandhi aurait dit qu'ils sont aussi purs que les petits-enfants. Mère Teresa pensait qu'ils combattaient l'obscurité du monde, et même Albert Einstein aurait dit qu'ils sont la force la plus puissante de l'univers. Oui, ils l'ont dit. Oui. Alors c'est quoi ce truc qui te donne déjà envie de vomir? Pourquoi ils suscitent tant d'engouement? Et pourquoi ils sont perçus comme une mécanique majeure, en point d'en faire réveiller Albert Einstein d'entre les morts? Ils génèrent à leur tour de nouveaux gains. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. C'est la magie des intérêts composés. C'est les intérêts composés, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Einstein disait que les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Le fantasme des intérêts composés, c'est leur croissance exponentielle. Illustration très simple. Imagine tu as investi sur un placement qui te garantit 10% par an. Un très beau placement. Imaginons que tu places 1000 € sur ce placement. Et bien en fin d'année, tu vas gagner 100 € supplémentaires, ce qui porte ton capital à 1100 €. L'an prochain, ces 10% ne vont pas se calculer sur les 1000 € que tu as placés l'an dernier, mais sur les 1100 € que tu as déjà sur ton capital. D'accord. Ton capital va donc croître cette fois-ci de 110 €, ce qui te fait atteindre les 1210 €. Et la troisième année, eh bien ces 1210 € vont te faire gagner 210 € supplémentaires et ainsi de suite au fur et à mesure des années. Donc chaque année, non seulement le capital augmente, mais la croissance, elle aussi. Donc à l'échelle d'une vie, ce phénomène implique que la croissance ne fonctionne pas de manière linéaire comme une courbe ascendante, mais plutôt une courbe exponentielle, avec une vigueur croissante qui te fera atteindre un jour le million, le milli. Mais oui. Mais c'est vrai qu'on vise le million, ouais. Et c'est pour ça que les intérêts composés fascinent tant et sont tant repris par les influenceurs. C'est que cette idée d'investir un petit peu chaque mois toute ta vie, te ferait atteindre un niveau de richesse stratosphérique. Si tu places un peu d'argent tous les mois en faisant du DCA, comme on dit dans le jargon, Dollar Cost Average, tu pourrais atteindre 1 million d'euros arrivé à la retraite. Oui. Alors, tous ces influenceurs et ces youtubeurs monnaie qui en font l'apologie n'ont pas tout à fait tort, puisque sur le papier ça fonctionne, mais dans la vie c'est pas comme sur le papier évidemment. Dans la vraie vie ça pourrait marcher ma foi. Imagine, tu crées ton petit village sur Animal Crossing. Eh oui, pourquoi pas. Tout est à construire, la survie est précaire. Tu commences donc par assurer tes moyens de subsistance en créant ta petite ferme. Et un an plus tard, tes réserves de nourriture sont tellement suffisantes que tu arrives à te dégager un petit peu de temps pour développer tes outils. Ces outils étant développés, tu améliores encore tes capacités productives, et d'année en année, tu gagnes plus et tu te développes. Et tu t'enrichis. Chaque progrès annuel accroît tes ressources existantes, et lesquelles étant réinvesties ensuite, augmentent ta capacité productive. Chaque année apporte son lot de ressources supplémentaires, et leur réinvestissement accroît ta prospérité future. Dans cette logique, un labeur constant et une épargne méthodique peuvent engendrer une richesse croissante. Et chaque gain alimenterait une expansion encore plus grande qui te permettrait d'atteindre les sommets. Mais dans la vraie vie, rien n'est linéaire. Et comme dit le proverbe, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a quand même quelque chose qui nous pose question avec ces intérêts composés. Et c'est ça qui me chiffonne. Si la règle est si simple, pourquoi si peu de gens ordinaires n'arrivent pas à devenir millionnaires aujourd'hui? Est-ce que ces personnes sont paresseuses? Pas assez intelligentes? Est-ce qu'elles n'écoutent pas assez les influenceurs monnaie? Bisous. Et si en réalité les choses étaient beaucoup plus complexes? Mais on va quand même simplifier en donnant deux raisons qui contredisent la magie des intérêts composés. La première raison, c'est ce que les économistes appellent la nature cyclique de l'épargne. Comme tu le sais, la majorité des personnes ne travaillent qu'un petit temps de leur vie, pas toute leur vie. Généralement, les gens étudient jusqu'à 21 ou 25 ans et s'arrêtent de travailler à partir de 65 ans en moyenne. La majorité des personnes tirent donc un revenu pendant 45 ans en moyenne de leur existence. Mais en dehors de ces 45 ans, la capitalisation et l'épargne ne peuvent pas être optimales. On observe en effet deux phases, la phase étudiante et la phase retraitée. Les deux s'opèrent sans revenu du tout. Quand on est étudiant, on gagne rien ou alors très peu et tout part dans le financement de sa première voiture, ses premiers loyers ou son premier achat immobilier si tu as de la chance. Tu commences généralement non pas à zéro, mais endetté. Et quand tu es retraité, c'est encore tabou de le dire, tes revenus s'arrêtent, mais tes dépenses augmentent très fortement. Factures, soins médicaux, transmission, assistance de fin de vie, tout ça va alourdir la facture. Donc comme je te le disais tout à l'heure, loin de commencer à zéro, on commence généralement endetté.
Pendant la phase active, certes, l'enrichissement sera croissant, mais c'est sans compter les aléas de la vie. Et il y en a des aléas dans la vie. Des coups durs, des enfants. Oui, ça coûte cher les enfants. Très très cher. Et cette épargne, cet investissement, cette capitalisation va peu à peu s'effriter réellement jusqu'à la retraite, jusqu'à atteindre à nouveau presque le niveau zéro. Vous vous rendez compte? Ce qu'on prend généralement pour une croissance composée n'est en réalité qu'une épargne cyclique, destinée non pas à l'enrichissement personnel malheureusement, mais à la prévoyance des coups durs. Deuxième blocage à la magie de ces intérêts composés, eh bien c'est que pour beaucoup de personnes, les revenus ne sont tout simplement pas suffisants pour permettre d'épargner ou d'investir. Face au coût de la vie, face à la hausse des coûts de l'énergie, à la hausse du prix de l'immobilier et à la hausse des loyers, beaucoup d'actifs n'ont tout simplement pas les moyens de mettre de côté. Or sans épargne, pas d'intérêt composé. Alors depuis tout à l'heure, je te parle des individus, mais pour l'État, c'est exactement la même chose. Si l'on prend l'exemple de l'économie française, eh bien elle arrive péniblement à assurer 1% de croissance par an en ce moment. Et 1%, on est vraiment gentil. Mais en même temps, tu remarqueras que le portefeuille des personnes les plus aisées, eh bien arrive à générer, sans trop de mal, 5% net par an. Mais alors là, c'est dur à comprendre. L'État n'arrive pas à dépasser 1% par an de croissance, lorsque le portefeuille des particuliers aisés arrive sans mal à dépasser les 5% nets. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et de quelle richesse parle-t-on? Et oui, si les intérêts composés promettent une richesse universelle, pourquoi l'État français n'arrive pas à générer plus d'1% par an de croissance? Eh bien la réponse réside dans les limites physiques de notre système. Rappelle-toi l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure d'Animal Crossing. Oui, c'était très rigolo, je sais. Mais ça va t'aider à comprendre. Une fois la ferme totalement exploitée, la croissance s'arrête. Or, dans nos sociétés, c'est exactement la même chose. Les ressources sont déjà toutes possédées. Tout est déjà possédé et utilisé. L'expansion, l'enrichissement, devient donc une compétition pour acquérir ces ressources existantes. Si l'économie française progresse moins vite que le patrimoine des plus aisés, eh bien ce n'est pas que ces plus aisés produisent de nouveaux produits, de nouvelles ressources qui ne sont pas existantes, c'est que ces personnes aisées ont déjà capté les actifs existants. Mais cette dynamique condamne autant la société que les individus, car sur un territoire, sur une planète même, aux ressources limitées, eh bien l'expansion, l'enrichissement cède la place à la captation des ressources. Les personnes les plus riches, par leur pouvoir financier, monopolisent les actifs existants, les richesses, les entreprises, voire les médias, et repoussent la classe moyenne vers la précarité. Or, dans un monde où tout est déjà possédé, le prix des actifs ne cesse de monter. On le voit avec le prix des actions et les valorisations en bourse parfois complètement délirantes. On le voit avec le prix des métaux précieux, comme l'or, mais on le voit aussi, et là ça nous concerne à peu près tous, avec le prix des logements. Alors tu étais peut-être content de voir le prix de ton logement augmenter, peut-être que tu t'imagines t'enrichir grâce à la hausse de ces prix. Or c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. L'augmentation du prix de tous ces actifs, ce n'est pas synonyme d'un enrichissement généralisé, mais c'est plutôt une dépossession de la classe moyenne actuelle. Ce que cache la hausse de ces prix, c'est une réalité beaucoup plus sombre. Ça signifie que demain tes enfants et tes petits-enfants ne pourront probablement pas se payer ton appartement. Et sans classe moyenne, l'économie s'étiole totalement. Et si tu ne me crois pas, regarde l'exemple du Brésil ou de l'Inde, ou bien relis Victor Hugo ou Charles Dickens pour voir ce à quoi représentaient nos sociétés sans classe moyenne. Et c'est finalement tout ce qui me gêne avec cette mode des intérêts composés. C'est que ces intérêts composés, loin de nous libérer de la pauvreté, sont en fait devenus l'outil par lequel les catégories les plus aisées dépouillent finalement, même involontairement, les autres classes sociales. Et dans ce contexte, une seule issue se profile, réformer la fiscalité et surtout l'alléger pour les personnes les plus ordinaires. Ce sans quoi on assistera à une généralisation de la pauvreté. Car la croissance des plus riches, une fois les limites atteintes, se nourrit de la classe moyenne. Non pas par malice, non pas par mauvais esprit, mais par réalité mécanique. Et cette dynamique, comme je te l'ai dit, atteint autant les individus que la société dans son ensemble. Et si maintenant tu es déprimé, ne me remercie pas, c'est un plaisir. À la prochaine.